Les abeilles meurent dans nos campagnes et le miel est aujourd'hui un produit qui se raréfie. À Paris, il paraît que tout va bien. À Paris, il n'y a pas de problème, ils font beaucoup de miel et de bonne qualité en plus. Mais le miel des villes ne remplacera pas les importations françaises qui ont triplé ces 15 dernières années. Une porte ouverte à toutes les escroqueries. Toutes les masses plus ou moins lumineuses qui apparaissent là sont des tapis de levure. Manifestement, il y a un problème sanitaire avec les miels chinois. Alors quelquefois, on trouve des trucs affreux. Comme des farines de soja, du blanc d'œuf lyophilisé, il y a plein de choses. Hein. Si le miel sucre, on ignore trop souvent qu'il a aussi le pouvoir de soigner. Dans le Coran, il y a un verset qui dit quelque chose comme « Tout ce qui passe dans le ventre de l'abeille est un médicament ». Le miel et les produits de la ruche seront-ils nos antibiotiques de demain? L'infirmière avait jamais vu ça de sa vie, parce que le miel avait travaillé à sa place. Étaler du miel sur nos tartines ne devrait en rien être un acte banal. Si l'on parle de la disparition des abeilles et de ses dangers pour la pollinisation, on néglige un autre aspect, celui de voir se raréfier ce produit étonnant, et avec lui, tout ce que l'abeille fabrique au sein de la ruche. Si le miel a traversé toutes les civilisations, il est aussi ce que l'homme n'est jamais parvenu à fabriquer lui-même. Autour de ce rucher du parc de la Courneuve, en région parisienne, nous assistons à la première récolte de printemps, un miel d'aubépine qu'Alain Sandmeyer a pris soin de laisser mûrir. Alors on peut récolter quand tout le cadre est operculé comme ceci, c'est-à-dire c'est comme la confiture est prête, on ferme le petit pot, quand le miel est prêt, notamment en humidité, les abeilles le savent et ferment ici. Le miel doit avoir entre 16 et 17% d'humidité, alors que le nectar, quand elles le récoltent, il a environ 60% d'humidité. Donc il faut absolument qu'elles évacuent toute cette eau. Il n'y a que quand elles estiment qu'il est à 16-17%, avec de la cire, elles operculent toutes les alvéoles. Et à ce moment-là, nous, on voit qu'on peut le récupérer et on est sûr qu'il aura 15, 16, 17% d'humidité. Il pourra se conserver plusieurs années sans aucun problème. Voilà. Le cadre est parfaitement operculé. Le miel est prêt à être récolté, il n'y a aucun problème. C'est la passion et rien d'autre qui a amené Alain Sandmeyer, conservateur du rucher du Luxembourg à Paris, à s'intéresser à l'abeille et surtout au miel qu'elle fabrique. C'est fabuleux quand vous voyez ce produit. Pour produire 1 kilo de miel, les abeilles parcourent environ 40 000 km. On peut imaginer tout le travail qu'il y a derrière et tout le respect qu'on doit avoir pour cet animal. « 40 000 km, pratiquement une fois le tour de la Terre pour fabriquer 1 kilo. Quand cessera-t-on de considérer le miel comme un produit alimentaire au seul pouvoir édulcorant? Consommer un miel de bonne qualité, c'est se diriger vers les circuits courts. Aujourd'hui, une grande majorité des miels français sont vendus par les apiculteurs eux-mêmes, sur des marchés locaux. Là, j'ai un miel de printemps qui est récolté d'hier, mis en pot d'hier soir. Celui-ci? Ouais, celui-ci, ouais. Et les vrais amateurs de miel ne s'y trompent pas. Aimer le miel, c'est identifier des terroirs et des saveurs, comme on le ferait pour un vin. Bon, là, vous êtes sur des parcelles de thym français, ce qui est rare parce que... Dans sa boutique parisienne, Sylvette Vidal fait déguster chacune des variétés qu'elle met en rayon. C'est le miel en attaque qui va avoir un goût très particulier, qui après va évoluer. Absolument délicieux. On ne s'attend pas du tout à ça. C'est un goût de réglisse, moi je trouve. Oui. Il développe un goût puissant. Ah oui, c'est étonnant. Il s'installe longtemps d'ailleurs. Le chêne, c'est un miel qui est en Lozère. Là, il est produit en Lozère.
Mais c'est vrai qu'il est plus... Oh, oui, mais là... Il est corsé. Ah, exactement, là on peut pas dire le contraire. Et chaque saison peut amener un nouveau miel, à condition de laisser faire la nature. Dès qu'on arrive en septembre, dès que j'ouvre, là les clients arrivent et tous ils me demandent « Qu'est-ce que vous nous avez trouvé cette année ?» Donc je suis tenue tous les ans à les surprendre. Là cette année, il y a un apiculteur, il a mis ses ruches sur un lieu où il y avait du rhododendron. Parce que le rhododendron, c'est un miel assez rare. Mais la floraison a été assez tardive. Et elles ont tout simplement piqué sur d'autres floraisons plus basses. Elles ont été remplir la ruche et ensuite elles sont allées sur le rhododendron. Ce qui fait qu'il n'a pas eu un miel de rhododendron, mais il a eu autre chose, qui était un miel de montagne, un miel de forêt, un miel de montagne, qui était excellent. On a bénéficié de cette erreur. L'année prochaine, peut-être qu'on en trouvera une autre comme ça. Sylvette Vidal connaît chacun des apiculteurs avec lesquels elle travaille. C'est loin d'être le cas des grandes enseignes. On importe en France la moitié de ce que l'on consomme. Et quand les prix sont bas, 2 € le pot de 250 grammes, il arrive que la qualité pose problème. Paul Schweitzer est biologiste. Sous son microscope passe chaque année 2500 miels. Et ce qu'il observe sur ces miels à bas prix nous fait froid dans le dos. Toutes les masses plus ou moins lumineuses qui apparaissent là sont des tapis de levure. Donc quand on a des levures comme ça, c'est pas une levure isolée qu'on a. Ça forme vraiment des tapis parce que les levures se sont multipliées. Donc quand elles se multiplient, elles restent collées côte à côte. Paradoxalement, ce miel quand on le goûtait, il ne présentait pas d'aspect de fermentation. Pourquoi? Parce que c'est un miel qui a commencé à fermenter, qui a même énormément fermenté, mais qui a été pasteurisé. Ce qui fait que les levures sont mortes. Donc elles ne se multiplient plus. Par contre, celles qui sont multipliées sont toujours là et c'est leurs cadavres qu'on voit là. Ces tapis de levure morte ne sont pas un danger pour l'homme, mais sont la preuve que ces miels transitent dans des fûts mal lavés. Un manque d'hygiène flagrant qui trahit, selon Paul Schweitzer, une même provenance. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de montrer du doigt un pays, mais c'est clair et net que tous les miels, ou quasiment tous les miels chinois qui arrivent actuellement sur le marché sont comme ça. Alors, plus ou moins. Il y aura un peu moins de levure, mais ils ont tous, de manière très, très importante, des levures. Il y a un problème, manifestement, il y a un problème sanitaire avec les miels chinois. Et ce n'est pas la première fois que le miel chinois est pointé du doigt. Pendant 2 ans, de 2002 à 2004, il a été interdit de séjour en Europe parce qu'il contenait des résidus de chloramphénicol, un antibiotique cette fois-ci dangereux pour la santé humaine. Actuellement, il y a une partie, les miels chinois donc, sont revenus sur le marché, ils sont de nouveau autorisés dans l'Union européenne. Ils ne sont pas, je dirais, aussi catastrophiques, du moins à l'image, que ce qu'il y avait quelques années, mais au niveau des levures, on a toujours la même chose. C'est à tel point que la présence importante de levure dans un miel est quasiment une quasi-certitude, c'est une indication d'origine géographique, c'est-à-dire qu'on sait que c'est de la Chine. Plus de la moitié des miels à bas prix vendus en grande distribution sont mélangés à du miel chinois. Le problème, rien n'oblige un distributeur à indiquer leur provenance. Seule mention réglementaire, originaire ou non originaire de la CE. Pour aller cette fois-ci déguster un miel d'exception, nous sommes allés au Maroc. Dans cette vallée du Souss, à près de 100 km au nord-est d'Agadir, on récolte un des meilleurs miels du pays. Et tout est réuni pour ça. Un climat ensoleillé toute l'année, une nature variée, préservée et généreuse. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cet endroit la vallée du paradis. Vous voyez ces coquelicots? Les abeilles les butinent. Et ces fleurs de pissenlit aussi. Ces cactus qui sont en fleurs en ce moment. Voilà tout ce que butinent nos abeilles. On a tout ce qu'il faut ici. On a toutes ces fleurs dans nos montagnes et c'est pour cela qu'on a un miel très pur. Nous, on ne donne pas de sucre en poudre à nos abeilles, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Dieu merci. On a tout ce qu'il faut maintenant que la sécheresse est finie.
Et pour peu que les saisons soient bonnes, le miel est ce qui fait vivre tout le monde ici, et depuis plusieurs générations. Un savoir-faire ancestral que rien n'est venu perturber, hormis quelques aléas. Il y a eu des moments très durs où nous devions nous déplacer vers le nord à cause de la sécheresse. Et puis aussi une année où le criquet pèlerin est venu tout envahir ici. Le traitement pour en venir à bout a décimé toutes nos abeilles. Ici, l'apiculture est encore pratiquée sur ces ruches en roseau, à l'ancienne. Et si la modernité est apparue avec ces nouvelles ruches, l'agriculture alentour reste exempte de tout pesticide. Quand on voit un cadre comme ça, uniforme, où il n'y a pas de trou ni d'imperfection, cela veut dire que c'est une ruche en bonne santé. Dans ces régions, le miel s'invite dans toutes les cérémonies et les repas de fête. Il est ce qu'on offre en premier aux invités, et dans cette famille, on produit jusqu'à 5 variétés. Ça, c'est du miel de forbe, du miel de thym, et ça, du miel de caroubier. Et ça, c'est de l'huile d'argan. On produit d'abord le miel d'oranger, ensuite il y a le miel de thym. C'est la récolte la plus importante de l'année. Après le thym, on a le miel de forbe. Après, c'est la saison du caroubier. Ça permet à nos abeilles de reprendre des forces. On les élève là le plus longtemps possible. Et à la fin de l'année, on les laisse butiner les fleurs d'amandier. Et parmi toutes ces variétés, c'est le miel de thym à qui l'on consacre une attention particulière. Le miel de thym de la région d'Ida Outanan, c'est le meilleur du pays. On dit ici que c'est le miel des miels. Il est de très bonne qualité. C'est pour cela que c'est un miel recherché dans tout le Maroc. Et ce miel de thym que l'on fabrique ici depuis toujours est un miel qui pourrait devenir rare. Cette rencontre avec ce vieil homme nous a interrogés. Je venais ici pendant la récolte du miel. La première cueillette était pour moi. J'en mangeais toute la journée et j'adorais ça. À l'époque, j'avais 15 ans et je venais avec mon père. Ce rucher collectif, le plus grand au monde, est aujourd'hui désaffecté. Il y a 25 ans, il fonctionnait à plein régime et pouvait accueillir jusqu'à 4000 ruches. Il y avait beaucoup de thym et de plantes médicinales. Les abeilles avaient de la nourriture à profusion. La nature était généreuse. J'ai même vu ma grand-mère laver le linge avec du miel. À l'époque, il n'y avait pas de savon ni de détergent. Regarde. Quand je vois l'état dans lequel est ce rucher, ça me rend triste. Ouais, Dieu l'a voulu. Des sécheresses successives, un trop fort exode rural, un savoir-faire qui se perd, le miel de thym qu'on venait produire ici en abondance a cessé de couler à flot. Aujourd'hui, au Maroc, on voit même poindre une pénurie sur ce miel de thym. Son prix n'a jamais été aussi élevé et la demande reste forte. Au marché local, les apiculteurs le négocient à 30 € le kilo. Un prix désormais prohibitif pour l'exportation quand on sait que le prix d'un très bon miel en France s'achète aux alentours de 18 €. Moi, je viens de loin. J'ai fait 10 km aujourd'hui, rien que pour me procurer ce miel. Les gens l'achètent même s'il est cher.
Quand ils n'ont pas les moyens, ils se débrouillent pour en acheter une petite quantité, mais ils l'achètent. C'est devenu un produit de luxe, au point que même au pays du miel, on trouve aussi des substituts à l'apparence trompeuse, mais au prix cette fois-ci dérisoire. 20 centimes d'euros le pot. Pourtant ici personne n'est dupe. Chacun sait que ce miel de thym qu'on appelle le nectar des dieux est un miel à qui l'on confère un caractère sacré et qui renferme bien d'autres vertus. Dans le Coran, il y a un verset qui dit quelque chose comme « Tout ce qui passe dans le ventre de l'abeille est un médicament ». Il est indispensable précisément parce qu'il est utilisé pour ses vertus médicinales. Dans ces régions isolées où souvent la route n'arrive pas, le miel de thym est le médicament de tout le monde. Et il soigne à peu près tout. Si l'un de nos enfants est malade, qu'il a mal au ventre, on lui donne une cuillère de miel et ça part. Quand quelqu'un a une petite blessure dans l'œil, on met un peu de miel dessus et ça passe. Si on se brûle avec du thé ou de l'eau bouillante, on met un peu de miel dessus et ça fait l'effet d'un médicament. Il arrive qu'on mélange aussi ce miel avec des plantes médicinales comme l'armoise blanche, l'origan, la lavande. C'est bon pour la toux et les poumons. Un savoir ancestral que l'on se transmet d'une génération à l'autre et sur lequel se penche la médecine occidentale. En France aussi, on soigne avec le miel. Le miel et ses propriétés cicatrisantes sur toutes les brûlures, les escarres et les plaies, y compris les plaies post-chirurgicales, comme dans ce service de chirurgie digestive du CHU de Limoges. Pas de problème. Ça vous démange un petit peu ou quand on l'applique, ça va ça... Non, ça brûle, ça chauffe un petit peu. Ça chauffe un tout petit peu. Voilà, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Oui, mais c'est pas une douleur qui est, c'est pas une douleur insupportable. D'accord. Non, c'est tout doux. Parfait, merci. Oui, c'est impressionnant sur le coup quand même. Oui. Ça fait bizarre. Vous avez été surpris d'apprendre la façon dont les infirmières travaillent avec votre plaie? Ah ben sur le coup, oui quand même. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on pouvait faire cicatriser avec du miel. Mais c'est sympa, c'est pas douloureux, c'est vrai que ça a l'air d'être très rapide. Nous, on a constaté sur maintenant de nombreuses années que l'évolution était vraiment très très intéressante. C'est pour ça qu'on l'utilise. Quand vous dites très intéressante, c'est-à-dire qu'on gagne pratiquement 8 jours. Un vrai remède de bonne femme pour lequel le personnel soignant a 25 ans de recul. À l'origine de cette initiative, l'intuition d'un homme, un pionnier, le professeur Descotte, aujourd'hui décédé. Ça a commencé avec le professeur Descotte qui nous a demandé, c'est dans les années 80, peu de produits, peu de dispositifs médicaux. Nos connaissances sur la cicatrisation étaient, je vais dire, un petit peu, bon, on reproduisait des gestes qui se faisaient, mais on ne comprenait peut-être pas forcément ce qui se passait quand on regarde aujourd'hui ce qu'on sait. Donc il nous a lancé sur cette piste avec le miel et il nous a dit, allez, on part sur une recherche. Et voilà, un noyau dans l'équipe s'est vraiment motivé et passionné pour ce travail, parce qu'il y avait le miel, parce qu'il y avait la cicatrisation, et c'est parti comme ça. Il a en tout cas été miraculeux pour l'alpiniste Antoine Bonfils. S'il peut aujourd'hui marcher, c'est qu'il a instinctivement compris ce que ce produit pouvait lui apporter. Rescapé d'une ascension de l'Everest en 2008, amputé de ses 5 orteils, il a utilisé du miel de thym pour cicatriser sa plaie sous les conseils de ce professeur Descotte. Ma mère avait lu un article dans une revue de santé sur le professeur Descotte et son travail au CHU de Limoges. On a pris contact avec lui et à ce moment-là, il m'a envoyé un protocole et il m'a dit « mais vous savez, le miel est capable de vous aider dans la cicatrisation et vous pourrez peut-être même cicatriser 3 fois plus vite en utilisant du miel ». Et ça a été le cas? Et ça a été le cas. 1 an de cicatrisation lui avait prédit les médecins qui l'ont amputé, avec tous les risques d'infection que cela comporte. Là, en l'espace d'1 mois et demi, on a pratiquement refermé la plaie.
Cicatrisation spectaculaire, mais aussi suppression des antidouleurs, comme la morphine. Du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. L'infirmière n'avait jamais vu ça de sa vie. 40 ou 35 ans de métier, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Alors elle ne savait même pas quoi faire. Parce que le miel avait travaillé à sa place. C'était miraculeux. On a commandé un pot d'1 kilo de miel de thym. C'est très drôle parce que je m'attendais à voir un pot arriver, un pot stérile avec, je sais pas moi, avec un opercule, quelque chose qu'il faudrait ouvrir et tout. Et pas du tout, c'était un pot de miel de cuisine fait par un apiculteur, du miel bio. Et on en a utilisé, je pense, en 3 mois, 500 grammes. Et donc les 500 grammes qui nous a restés, on les a finis sur des tartines et dans le thé. Voilà. Faut-il encore douter des vertus cicatrisantes du miel? Le miel et ses effets sur la prolifération des cellules, le miel et ses pouvoirs antibactériens, quand aura-t-il fini de livrer tous ses secrets? Il se pourrait en tout cas qu'il soit demain vendu en pharmacie. À l'hôpital de Limoges, on travaille à l'élaboration d'un nouveau prototype, un miel médicalisé et stérile, proposé en tube. Voilà, un tube de miel qui a été conditionné par le laboratoire. C'est une formule un peu spéciale qui fait appel à plusieurs miels monofloraux qui ont été sélectionnés pour leur capacité inhibitrice sur la plupart des germes qu'on peut rencontrer dans un hôpital. Je pense qu'à partir du moment où on aura le miel en tube, ça va être beaucoup plus utilisé par le corps médical. Et ça, c'est une avancée. Ça nous rassure quant à la suite du travail. C'est désormais l'enjeu de l'apithérapie ou comment se soigner avec les produits de la ruche, c'est-à-dire le miel, mais aussi les autres produits que l'abeille fabrique, le pollen, la gelée royale, la propolis. Françoise Sauvager, docteur en pharmacie, aujourd'hui à la retraite. T'as pas vu la reine? La propolis, elle y est pour ainsi dire tombée dedans, il y a 30 ans, depuis qu'elle y a consacré une thèse de fin d'études sur ses propriétés antivirales, notamment sur l'herpès. C'est le médicament qu'elle utilise en première intention pour plein d'affections. C'est au fond de son jardin, situé dans la banlieue de Rennes, où elle a installé une vingtaine de ruches, qu'elle se la procure. Alors la propolis, c'est cette substance résineuse que vous voyez sur le tissu qui est déposée sur les cadres au printemps. Et les abeilles qui ont horreur des petits trous vont donc propoliser, elles vont boucher les trous. C'est aussi leur médicament parce qu'en fait, elles l'utilisent pour tout un tas de choses. Pour éventuellement embaumer les cadavres des grosses, des intrus qui rentrent, par exemple des grosses masses comme des mulots, des limaces, des souris, des lézards qui peuvent rentrer dans la ruche. Ils sont tués par le venin, mais pour éviter la putréfaction liée à la présence des germes intestinaux, elle recouvre complètement de propolis et c'est complètement aseptisé. Et c'est comme les Égyptiens qui utilisaient cette propolis pour momifier les corps, les abeilles utilisent la propolis pour momifier les intrus qui sont rentrés dans la ruche. Et voilà aujourd'hui que ce produit vieux comme le monde revient en force pour pallier le problème de la résistance à certains antibiotiques. Effectivement, dès la fin du 19e, début 20e, fin 19e surtout, lorsque les synthèses chimiques sont apparues, on a eu tendance à oublier ces produits-là d'origine naturelle. Mais maintenant, avec le problème des germes hyper résistants suite à l'utilisation mauvaise qu'on a des antibiotiques, on a sélectionné des mutants qui du coup résistent à tout, pratiquement tous les antibiotiques. Par exemple le staphylocoque doré, qui est dit méticillino-résistant, il est souvent résistant à plein d'antibiotiques, plusieurs familles d'antibiotiques, et même à la vancomycine qui était l'antistaphylococcique majeur il y a encore 20 ans, 15 ans. Et maintenant on se retrouve avec des germes résistants à tout. Et dans ce cas-là, la propolis en particulier est une réponse efficace. Et c'est sans compter ses applications en cancérologie. Propolis et chimiothérapie font l'objet aujourd'hui dans le monde médical de nombreuses études cliniques. Patrice Percy-Dussert, près d'Agen, vend de la propolis. Il est en lien avec des oncologues français pour faire avancer la cause de ce produit trop longtemps tombé dans l'oubli. Mais lui, c'est surtout un autre produit de la ruche qu'il explore depuis 15 ans. Ancien apiculteur, c'est aujourd'hui un négociant, mais c'est aussi le plus grand spécialiste du pollen, ou plutôt des pollens, car son travail, c'est d'avoir dissocié les vertus pour la santé de chacun d'entre eux.
Il rentre tout juste d'Andalousie où il est allé en chercher un qu'il ne trouve pas en France, le pollen d'une fleur qu'on appelle le cyste. Donc ce sont des images qui ne sont pas faciles à prendre, parce que l'abeille, c'est un animal qui est très très mobile sur les fleurs. Sur ces images qu'il a filmées lui-même, ces petites pelotes issues du pollen des fleurs que l'abeille récolte avec ses pattes arrière et ramène à la ruche pour nourrir la colonie, renferment une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Dans le pollen, vous avez ce qu'il y a dans les fruits et des légumes, mais à des concentrations qui sont colossales. Par exemple, dans une cuillère à soupe de pollen de cyste, 15 grammes, vous avez 40% de l'apport journalier en vitamine E. Donc, la vitamine E, c'est une vitamine, la population française est en moyenne carencée de 30% de l'apport journalier recommandé. Donc une cuillère à soupe, ça pourrait pallier à cette carence. Mais ça apporte aussi des polyphénols. On parle des polyphénols, par exemple, du vin rouge. Mais vous prenez du pollen de châtaignier et il va apporter dans une cuillère à soupe autant de polyphénols que dans 4 ou 5 litres de vin rouge ou de thé vert. C'est la richesse nutritionnelle, le pollen. Et son credo, c'est de dire qu'il faut consommer le pollen frais, afin que celui-ci garde toutes ses vertus. Il a ainsi breveté un procédé de congélation et de mise sous azote qui lui permet d'en distribuer plus de 50 tonnes chaque année dans des magasins de vente au détail. Il vise aussi les laboratoires pharmaceutiques, car c'est un homme convaincu de l'utilisation des pollens au service de la médecine. Je vais couper une petite branche. Il travaille aujourd'hui avec des chercheurs et des médecins pour identifier les propriétés thérapeutiques de chaque pollen. Voilà, ça c'est un chaton mâle, c'est-à-dire la florescence mâle du saule qui donne le pollen. Et on a une autre plante avec l'inflorescence femelle qui donne les graines de saule. Donc l'abeille, il faut qu'elle transporte le pollen de la fleur mâle vers la fleur femelle pour qu'il y ait cette fécondation et que l'arbre puisse donner des fruits. Sans abeilles, les saules marceaux ne peuvent pas se multiplier. Sait-on par exemple que ce pollen de saule, butiné et transformé par l'abeille, intéresse au plus haut point la médecine pour ses promesses sur la DMLA, une dégénérescence oculaire liée à l'âge qui affecte 30 millions de personnes dans le monde. Le pollen de saule, c'est un des pollens les plus riches en protéines et en micronutriments. C'est notamment très riche en caroténoïdes. Il contient autant de caroténoïdes que les carottes, par exemple. Mais ce ne sont pas les mêmes caroténoïdes. La carotte, c'est surtout du bêta-carotène. Et le saule, c'est de la lutéine et la zéaxanthine qui sont très précieux pour protéger la rétine de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres pollens qui renferment d'autres propriétés que la recherche scientifique commence à peine à explorer. Mais le plus gros combat de Patrice Percy-Ducerre, c'est l'approvisionnement. La France représente à peine 15% de ce qu'il parvient à acheter et d'année en année, il a de plus en plus de mal à en trouver. C'est un mélange de prunier, fleurs de prunier, donc voilà, et dessous il y a du saule. Et que les abeilles sont passées du saule au prunier. Là, c'est récolté tous les 4 jours. Donc là, les 2 tiroirs, on a ramassé 500 grammes. Il a pour mission cette année d'en trouver 20 tonnes s'il veut maintenir son entreprise et ses 16 employés. Et c'est avec la Roumanie qu'il négocie, un pays où il est sûr de se fournir en pollen bio. La Roumanie, c'est le pays d'Europe où il y a le moins de pertes d'abeilles, où les abeilles sont en pleine santé. Il y a des régions entières comme la Transylvanie, les Carpates, qui n'utilisent aucun pesticide, quasiment aucun pesticide, parce que c'est une petite agriculture vivrière et ils n'ont pas les moyens très pauvres, et ils n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides. Ils se débrouillent sans, comme on faisait il y a 2 siècles en France. Il téléphone ce matin à sa collaboratrice qui est sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien ça va, ça va. Il est un peu inquiet car rien n'est joué d'avance. L'année dernière, il a eu un gros souci avec un fournisseur roumain. Il fait bon comme tout, donc c'est très bien. À quel stade en sont les saules là-bas? Les saules,
Alors bon, ça dépend des régions, ça commence à fleurir, mais voilà, ça va vraiment exploser dans une semaine, pas avant. Non, vraiment, je suis pas inquiète sur les quantités que nous devrions avoir. On va pouvoir couvrir nos besoins sans aucun problème. Génial. Donc vraiment, ce partenariat a vraiment fait un grand succès, quoi, un grand succès, très bonne écoute. Je suis bien rassuré parce que j'étais assez angoissé pour ça. Ouais, mais non, vraiment les nouvelles sont bonnes. Sur les 2 apiculteurs que nous avons rencontrés avant, les 2 nous ont donné de nouveaux contacts. Donc on dort mieux le soir. Oui, moi aussi je vais mieux dormir. Hein. Écoutez, bon courage et puis à vendredi. Merci beaucoup, à vendredi, au revoir. Au revoir, au revoir. Vous avez l'air... Ça soulève l'émotion parce que... C'est une carte majeure pour l'entreprise. Ça représente le tiers de nos achats. Si on les rate, on est foutu. Le tiers des achats. Vous vous rendez compte? Mais une société comme ça, il reste 5, 6, 7% de bénéfices à la fin de l'année. Et si on n'a pas le pollen à vendre, on a les frais qui continuent à courir. Et c'est très fragile, vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc c'est tous les jours de la bagarre comme ça, et c'est difficile. Patrice Percy-Ducerre parviendra malgré tout à acheter cette année 18 tonnes en Roumanie. Le pollen français deviendrait-il lui aussi un produit rare? C'est déjà le cas pour la gelée royale, ce concentré de vitamines et d'acides aminés qui aurait un effet booster sur notre santé. Au sein de la ruche, la reine seule s'en nourrit et c'est ce régime exclusif qui lui confère une longévité 40 fois supérieure à celle des abeilles ouvrières. C'est dire le pouvoir de cette substance. Seule une poignée d'apiculteurs ont choisi d'en produire, comme Rémi Pellissier, que nous sommes allés rencontrer dans le Cher. La production nationale couvre 2% à peine de notre consommation. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de chance. Je cherchais la reine et je la trouve sur le premier cadre. Donc je vais l'isoler. Donc je vais la reposer de ce côté-là. Produire de la gelée royale, c'est entamer un jeu de cache-cache avec les abeilles. C'est leur faire croire qu'il n'y a plus de reines dans la ruche pour les obliger à nourrir pendant 3 jours de nouvelles larves qui viendront la remplacer. 3 jours, c'est le moment optimum. Si on attend une journée de plus, on récoltera une larve énorme qui aura consommé toute la gelée royale. Mais on n'aura plus de gelée royale. Voilà, c'est à 3 jours précisément que le cycle est optimum pour nous. Récolter les larves, les greffer dans chaque alvéole pour les replacer dans la ruche, en extraire une petite quantité à chaque fois, une succession de manipulations extrêmement méticuleuses qui en fait un produit très coûteux en main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle elle est importée en masse de la Chine. La gelée royale, c'est principalement du temps. Et bon, on le sait, hein, pour tous les produits manufacturés, faits en Chine ou ailleurs. Hein. Maintenant, il n'y a pas qu'en Chine, hein, mais c'est le coût de la main-d'œuvre qui change complètement le coût du produit, hein, qui doit être autour de 30 fois inférieur au nôtre. Nous sommes donc allés rencontrer le plus gros importateur français de gelée royale. Il se trouve qu'il est aussi le plus gros négociant de miel et de ses dérivés. Benoît-Marie, enchanté. La société familiale que dirige Benoît-Marie se situe dans la banlieue nantaise. 23 magasins en France, mais aussi de la vente par correspondance. Et depuis peu, un tout nouveau business, les produits de la ruche déclinés en version spa, avec massage et tout et tout. La gelée royale, il sait la fabriquer. Il a d'ailleurs quelques ruches témoins, juste pour les visiteurs. S'il a choisi de ne plus en faire, c'est pour se consacrer entièrement à la production de miel. Les variétés d'abeilles qui sont bonnes pour la gelée royale ne sont pas automatiquement les meilleures pour la production de miel. On peut difficilement associer une performance en production de miel, une production de gelée royale. Aujourd'hui, toute la gelée royale vendue par sa société vient de Chine.
Une question de coût, même si l'homme d'affaires ne tient pas à rentrer dans les détails. Famille Marie, il en écoule combien chaque année de gelée royale? Quelques tonnes. Voilà. Quelques tonnes, ça veut dire combien de tonnes? C'est confidentiel. Il en importe en fait plus de 200 tonnes chaque année. À 15 € le pot de 10 grammes vendu au détail, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sur un marché de niche. Mais ce qui fâche Benoît-Marie, c'est quand on dit que sa gelée vient de Chine. Ça vous dérange de parler à la Mongolie ou pas? Ça vous dérange ou pas? Moi je préférerais si c'est possible. Non, parce que si vous voulez, ça nous gêne beaucoup parce que quand on parle du Tibet, ça ne dérange pas tous les gens. Le Tibet est en Chine. Quand on parle de la Mongolie, ça ne dérange pas du tout. C'est la vérité, c'est là où on produit. Et quand on parle de Chine, là, c'est affreux, quoi. On est obligé d'expliquer, de réexpliquer. C'est affreux. La Mongolie, donc. C'est au plateau, ses fleurs, son air pur. Et où l'environnement est excessivement sain. Il faut avouer qu'il a accepté de jouer avec nous la carte de la transparence. Il nous amène dans ses entrepôts pour nous expliquer ses contraintes de chaîne du froid. Sa gelée royale, il l'a fait voyager congelée par bateau, puis la stocke dans ses frigos. Elle est décongelée quand elle arrive au port. Après, elle est tout simplement envoyée en analyse en laboratoire pour valider la qualité au niveau des acides aminés, des minéraux, ainsi que, si vous voulez, la garantie de non-présence de contaminants et également de la certification biologique EcoCert. Et à la suite de ça, après, elle arrive fraîche, après, tout simplement, telle que prête à consommer, et stockée tout simplement à 5 degrés. Cette gelée royale, nous avons nous aussi tenu à la soumettre aux analyses, compte tenu de toutes les malfaçons et tricheries en provenance de ce pays. Nous sommes donc retournés voir Paul Schweitzer. Au niveau des antibiotiques qu'on a fait dessus, les mêmes que pour le miel, il n'y a pas eu de trace de mise en évidence. Donc là, elle est conforme. Reste à savoir si elle n'a pas été falsifiée. Alors, un des problèmes, une des façons les plus simples pour falsifier de la gelée royale, c'est de rajouter du miel dedans. Comme la valeur marchande des deux produits est très différente, même en ajoutant 10-20% de miel dans une gelée royale, je dirais que l'affaire est juteuse sur des quantités. Donc là, il y a différentes techniques qui permettent de le voir. On peut faire un dosage des sucres pour voir s'il n'y a pas de sucre spécifique du miel, si le profil des sucres est conforme avec ce qu'on a pour une gelée royale. Donc là, il n'y a pas d'anomalie qui a été observée. C'est une gelée royale conforme avec ce qui est annoncé. Il n'y a pas de signe de mauvaise qualité. Il y a des gelées royales chinoises qui peuvent être très bien, apparemment c'est le cas de celle-là, il faut le dire. Il y en a d'autres où c'est catastrophique, où on sait qu'il y a de la falsification. Ça existe aussi. Et c'est ce que dénonce Rémi Pellissier, lui qui a créé avec ses collègues une appellation gelée royale française avec des normes très strictes. Nourrir ses abeilles avec le pollen et le nectar des fleurs et rien d'autre. Il tire à boulet rouge sur ces gelées d'importation. Ils mettent rien dans la gelée. Enfin, j'espère, pas à ma connaissance. C'est surtout au niveau du suivi des colonies, des ruches, où il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, pas systématiquement, mais dans certains cas de figure, quand la nature n'est pas là pour amener les éléments nécessaires aux abeilles pour la sécrétion de la gelée royale, ils peuvent amener des produits que nous, on s'interdit d'amener pour remplacer le nectar et le pollen. Du style ? Du style, pour le pollen, on peut le remplacer par la levure de bière, on peut le remplacer par des farines, donc ce qui est le plus employé là-bas, c'est des farines de soja, potentiellement transgéniques. Voilà, des produits comme ça, des produits comme du blanc d'œuf lyophilisé. Il y a plein de choses, il y a l'imagination et le potentiel est très très large. Laissera-t-on ces succès d'années de gelée royale envahir encore longtemps le marché? Qui prendra conscience que le miel et les produits de la ruche sont des denrées nobles qu'il faut réhabiliter? Pour le miel aussi, les importations ne cessent de grimper. On a perdu en France 15 000 apiculteurs ces 15 dernières années. Et pour ce qui reste, la récolte fait souvent défaut. Loïc Leray, apiculteur dans la campagne nantaise. Les pesticides déversés dans les champs qui entourent son rucher font qu'il est devenu aujourd'hui l'infirmier de ses abeilles et accessoirement un producteur de miel. Cela fait 6 ans qu'il a des récoltes aléatoires et cette année, la sécheresse aidant,
il aura encore de nouvelles pertes. Alors déjà, il y a tous ces cadres-là qui sont désertés. Celle-ci a plus souffert que les autres. Déjà, à cette époque-là de l'année, normalement, ça devrait être gorgé de miel. Là, on devrait avoir 2 hausses de miel. Là. Bah, dans ce rucher-là, en tout cas, on va dire que c'est pas la récolte que j'aurais pu espérer. Il y a eu quelque chose dans l'environnement de ce rucher qui a fait que mes ruches étaient fragilisées. Donc cette mielée de printemps, bah, pour nous, elle est perdue, quoi. Il y a 90 ruches dans le rucher. Donc c'est une perte à peu près d'une tonne, 900 kilos à une tonne dans ce rucher. Donc ça, c'est un petit peu navrant, quoi. Un constat qui a amené Loïc Leray à repenser son activité d'apiculteur loin des campagnes. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi de poser des ruches dans le jardin du conseil régional, en plein cœur de la ville de Nantes. Une façon pour lui de s'allier le monde politique. Et surprise, on découvre des hausses gorgées de miel. Bondées d'abeilles. Voilà, c'est signe de bonne santé. Hein. Magnifique, ils sont beaux. C'est la récompense pour nous, ça. C'est super. C'est une joie renouvelée année après année de voir les ruches au printemps comme ça qui partent. Et c'est le signe effectivement de l'abondance, voire de la surabondance, quoi, quand c'est comme aujourd'hui. Et c'est d'autant plus pour ça quand les ruches effectivement meurent que ça fait vraiment mal au cœur. Ah, tu vois, ça commence à devenir intéressant. Il va falloir bientôt te munir d'un escabeau pour venir voir le rucher. Des acacias. Des ruches sur les toits des immeubles, voilà. La ville serait-elle devenue le nouvel Eldorado des abeilles, l'unique refuge possible pour cet insecte pollinisateur? Ne serions-nous pas juste un peu manipulés? Bon, à Nantes, il n'y a pas de produits pesticides qui sont mis sur les espaces verts, donc ça permet aux abeilles de travailler sans problème. Là, on va regarder un petit peu. Et pourquoi certaines sont plus remplies que d'autres? Ah ben, elles commencent très habituellement à remplir par le milieu, hein, et donc, et ben, voilà, là, déjà un cadre de côté qui est quand même bien rempli. Voilà, ouais, je retrouve les sensations que j'avais, c'est-à-dire avec de belles colonies. Pas le souci d'arriver dans le rucher en se disant qu'est-ce que je vais trouver. Des abeilles mortes devant la ruche, une colonie affaiblie comme dans le rucher qu'on a pu voir précédemment. C'est rassurant, mais quelque part, hein, il faut bien le dire et le redire, la place de l'apiculture, elle est bien en milieu rural et ces abeilles sont là un petit peu pour alerter. Un exode rural a bien lieu, celui des abeilles. Un mouvement est né qui se répand désormais dans toutes les grandes villes, l'abeille, sentinelle de notre environnement. L'idée, installer des ruches partout où elles sont visibles et surtout sur les toits des grandes villes, afin de crier haut et fort que les abeilles meurent dans nos campagnes. Une manœuvre politique, mais qui a fait mouche au point de déclencher une mode. C'est ce qui a permis à Nicolas Géant de s'inventer un métier un peu atypique. Il livre et s'occupe de la maintenance de ruches pour le compte des entreprises. Tous les essaims sont réservés pour cette année. Il me reste des ruches peuplées pour juin, si ça vous intéresse. Tout est réservé. C'est assez marrant, parce que moi je suis apiculteur depuis 25 ans, donc je connais bien l'abeille. Il y a 25 ans, 20 ans, 15 ans, même 10 ans, parler d'abeilles, enfin personne ne me posait des questions, tout le monde se fichait royalement de l'abeille. Et tout a basculé il y a 5 ans, il y a même pas maintenant, il y a 3-4 ans, où là on est devenus des gens écologiques, fabuleux. Je passe la moitié de mes dîners à être bombardé de questions sur les abeilles. Donc c'est assez étonnant. L'abeille est devenue la mode depuis à peu près 3-4 ans. Alors qu'avant, jamais on ne parlait. Vous voyez, tout ça c'est les acacias encore. Tout le long c'est les acacias. Et là ils sont en pleine fleurs là. Les grappes blanches qu'on voit c'est les fleurs d'acacia. Bon, il est en fleurs depuis seulement 2 jours, hein, donc ça commence. Vous voyez là aussi là à droite là. Donc là les filles ils vont se régaler là. Regardez là tout ça. Et si on regarde bien, c'est très étonnant, pareil et très vert.
mais comme toutes les grandes villes. Hein. Et encore, on est beaucoup moins vert que des villes comme Berlin ou Londres. Hein. Il a 4 ruches à livrer ce matin sur les toits de la Défense. Tout un symbole pour les entreprises et leurs salariés. Mais de mémoire d'abeilles, on n'avait jamais vu ça. Elles vont être très bien là. Elles n'auront pas le soleil du matin, mais après elles auront tout le soleil jusqu'en fin de journée. Elles seront très très bien. Et on enchaîne, cette fois-ci à Montreuil. Monsieur Géant, bonjour. Monsieur Géant, bonjour. Vos 2 ruches. Content de vous accueillir, on va aller voir. L'apiculture urbaine, parfois un sport d'endurance. Voilà pour la première. Et voilà. On convient, l'emplacement. On recule un peu, on avance, on resserre. C'est vous qui nous dites maintenant. Hein. Moi, là, on sait qu'on est dans la partie qui leur sera réservée. On va se reculer un peu, je vais ouvrir. Ok, d'accord. Qu'on puisse les libérer. Donc là, elles vont sortir, elles vont faire 3 tours autour de la ruche pour se rebooter entre guillemets le GPS, voir par rapport aux rayons du soleil où elles sont situées, et après, elles vont pouvoir partir travailler. Chercher nectar et pollen. Et là, il y a combien d'abeilles dans Là, il y en a environ 40-50 000. 40-50 000 abeilles, il y a une reine, et là, en ce moment, il y a à peu près 1500 à 2000 mâles. C'est ce qu'on appelle les faux bourdons. D'accord. Et eux ne travaillent pas, si ils travaillent. Ils travaillent et ah oui, d'accord, aussi. Ils travaillent, leur métier est de féconder les reines. C'est joli métier. Quelle chance. Ah oui. Il ne faut pas que ce soit trop vanté non plus, non? Non, ça, les abeilles n'aiment pas le vent. Et donc, mais là, on va être bien abrité, hein, donc il n'y a pas de souci. Un moyen aussi pour l'entreprise d'obtenir le fameux label bâtiment HQE, haute qualité environnementale. Il y avait parmi les critères l'installation de ruches. Et j'ai trouvé ça tout à fait, moi, sympathique et tout à fait naturel. Donc je trouvais que ça faisait partie de tout un ensemble. Et ça fait encore plus parler, bien évidemment, que la suppression d'une imprimante sur 2. Parce que ça ennuie tout le monde. Alors que là, les ruches, tout le monde a été un peu surpris. Dernière visite de la journée pour Nicolas Géant, un grand restaurant parisien. Il y a posé 6 ruches qui, depuis 4 ans déjà, produisent le miel maison, le seul proposé sur la carte. Cette année encore, il n'est pas inquiet pour la prochaine récolte. Ça bouge bien, là. Belle activité. Tout ce que vous voyez au milieu, là, ce qui brille, c'est du nectar. Et les abeilles sont tranquillement en train de le transformer en miel. Car à l'inverse du miel des campagnes, Nicolas Géant n'a jamais de mauvaises surprises sur ses récoltes. La quantité est souvent au rendez-vous. L'année dernière, ma meilleure ruche, elle était là-bas à la Défense, où on était ce matin. Elle a produit à peine 100 kilos, elle a produit 80 ou 90 kilos. Bon, mais c'était la meilleure ruche à cet endroit-là, à ce moment-là. Cette année, elle sera peut-être ici, mais elle sera peut-être à Montreuil, où on était ce matin, qui est juste là-bas, ou elle sera peut-être, je ne sais pas, on va voir. Ce miel récolté dans les grandes agglomérations est-il aussi irréprochable qu'on nous le dit? Quid des gaz d'échappement, de la pollution des villes? Pour en avoir le cœur net, une ultime visite chez notre fidèle expert, Paul Schweitzer. On a recherché donc la présence de polluants type métaux lourds, l'arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure. Bon, c'est les métaux lourds de base, hein, donc là, il n'y a rien d'anormal. Ensuite, on a fait doser les HAP, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est essentiellement la pollution automobile avec des composés qui se retrouvent dans l'atmosphère. Il y a une quinzaine de molécules qui ont été recherchées. Sur une quinzaine, on a trouvé donc des traces du fluoranthème, du chrysène. Il faut savoir quand même que tous ces produits-là, on va en trouver plus ou moins dans tous les miels. Bon, c'est pas pour ça que le miel devient dangereux, parce que je dirais qu'aux doses-là, il faut consommer des quantités astronomiques de miel pour avoir des conséquences. Si l'abeille supporte mieux la pollution des rues que les pesticides dans nos campagnes, le miel des villes deviendra-t-il celui que l'on consommera à défaut de tous les autres?
à un vol d'abeilles au nord de Paris, Aubervilliers. La ville tient le haut du pavé avec ses 6 ruches. L'an passé, elle a récolté 350 kilos et cette année encore, dans cette piscine municipale, le miel du cru s'invite à la fête. Et voilà, je suis à quelque part dans la prairie. Elle se décolle bien. Une occasion de plus pour Henri Clément, apiculteur dans l'Hérault, d'éveiller les consciences, de faire du lobbying auprès des élus. Et vous êtes maire d'Aubervilliers, vous êtes député aussi. Et pour dire qu'il faut sauver nos abeilles et que le miel pourrait demain nous manquer, toutes les astuces sont bonnes. C'est bon. On a une telle fragilisation de la vitalité des colonies d'abeilles, une telle surmortalité, que partout dans le monde, les productions ne suivent plus. Je prends l'exemple de l'Argentine qui produisait 110 000 tonnes de miel. Ils sont aujourd'hui à 60-70 000 tonnes. La France, dans les années 70-95, nous étions leaders de l'Europe des 12 en matière de production. À l'époque, on importait 6-7 000 tonnes. Aujourd'hui, on importe 20-22 000 tonnes. En 10-15 ans, les importations ont été multipliées par 3. C'est quand même dramatique. Alors, effectivement, je crois que le miel va devenir une denrée rare. Et face à cette rareté qui se profile, ne risque-t-on pas alors de voir arriver sur le marché de plus en plus de faux miels ou des miels de moindre qualité, fermentés, altérés, impropres à la consommation et surtout sans plus aucune vertu pour notre santé ?